ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et c'est connu François Mitterrand dans les années 70 et en 81, vous avez été nommé donc conseiller spécial, ça a duré jusqu'en 91, donc 10 ans auprès de lui, dans le petit bureau à côté, ce qui a dû d'ailleurs vous attirer... Grand bureau. Grand bureau, parce qu'il vous attirait pas mal de rangs. Vous avez eu l'idée, il faut bien le dire. Et maintenant, vous dirigez, je pense toujours, une société qui s'appelle AEA, qui fait du conseil en stratégie... Des gouvernements. Voilà, vous conseillez des gouvernements étrangers. Essentiellement les gouvernements. C'est bien payé, non? À l'égard de l'angoisse, la société industrielle produit une peur et en même temps une façon de rassurer devant la peur. C'est toujours comme ça que la société fonctionne. Une société d'ailleurs ne peut durer que si elle est capable de produire en même temps la réponse, en même temps que le problème. Le problème, c'est l'angoisse. La solution, c'est la peur. C'est toujours comme ça que la société fonctionne. Et je pense que pour l'angoisse, ça va fonctionner de la même façon. À l'égard de l'angoisse, la société industrielle produit une peur et en même temps une façon de rassurer devant la peur. C'est toujours comme ça que la société fonctionne. Une société d'ailleurs ne peut durer que si elle est capable de produire en même temps la réponse, en même temps que le problème. Le problème, c'est l'angoisse. La solution, ça va être les drogues, les machines à consoler, et ensuite les machines à produire le plaisir. L'idée du rapport était de proposer des mesures pour relancer la croissance dans ce pays. Est-ce qu'on peut réussir à réformer ce pays contre son administration, contre les pesanteurs également déjà? Pas seulement l'administration. Vous vous souvenez peut-être que quand ce rapport est sorti, la première chose qui est citée, oui, on peut, et moi j'étais même agréablement surpris de voir que plus de la moitié des propositions que nous avons faites sont entrées en vigueur. Peu de gens savent que le grand emprunt, c'est nous, que la réforme des universités, c'est nous, que les agences régionales de la santé, c'est nous, que la réforme du contrat de travail à l'amiable, c'est nous, que la réforme des administrations territoriales, c'est nous. Enfin, un nombre de choses absolument considérables viennent de ce rapport. Pas tout, là, loin de là, beaucoup de choses n'ont pas été faites. Disons que la partie gauche du rapport est moins faite que la partie droite, et que la réforme de l'État moins faite que la réforme des autres. Mais malgré tout, pas mal de choses ont été faites. Et les chauffeurs de taxi, quand vous prenez un taxi, vous en reparlez? D'abord, non, parce qu'en réalité, nous avions beaucoup négocié cette partie, cette minuscule partie, c'est une des 316 propositions avec les chauffeurs de taxi. En réalité, il y a deux catégories de chauffeurs de taxi. Il y a les chauffeurs de taxi qui sont salariés de grandes compagnies, et c'est pour eux que ce rapport avait été écrit, eux qui étaient dithyrambiques sur le rapport, et puis il y a les grandes compagnies et les propriétaires qui, eux, avaient quelques petites choses à perdre, mais que nous avions compensées, et n'ont pas voulu le voir qu'on l'avait compensé. Mais en réalité, le prolétariat du monde des taxis était extraordinairement favorable à ce rapport, qui d'ailleurs est en partie appliqué. Et d'une manière générale, est-ce que ce pays est facilement gouverné? Le journal L'Express en date du 6 mai 2009, soit au moment de la pandémie de grippe du H1N1, un article intitulé « Avancer par peur ». Non, un mois. Ça fait un mois que j'exige de mon épouse qu'elle commande des pâtes et elle se moque de moi. Qu'elle commande de quoi? Achète des pâtes, de quoi tenir un mois, de l'huile, des pâtes, du riz. Mais moi j'ai acheté. Et elle se marre. Et elle se marre. Donc Arthur, il savait bien avant ce qui allait arriver, puisque malgré qu'il y avait eu une pandémie en 2009 avec la H1N1, il n'y a eu aucun truc comme ça avec les pattes là, comme on voit là. Mais les pattes là qu'on voit là, c'est il y a un an, avec le coronavirus. Mais sinon, pour la H1N1, il n'y a rien. Parce qu'il n'y avait pas eu d'engouement médiatique comme ça. C'est la preuve quand il parle, quand là, tu dis avec Arthur, on a mangé avec un ministre qu'on ne peut pas dire le nom. Et que c'est préparé depuis bien longtemps ce truc-là. C'est... La France a commandé 600 millions de masques. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes à 15 millions de boîtes de médicaments stockés. 600 millions, mais 600 millions de masques. 600 millions de vivants, profitons. Je le sais de sources sûres. 600 millions de masques, c'est le nombre de masques, c'est pas pour les civils en fait, c'est le nombre de masques. Comme les masques sont à renouveler toutes les 12 heures ou toutes les 6 heures, c'est le nombre minimum de masques pour protéger les personnels médicaux qui vont être ramenés à soigner. On va vivre c'est des entreprises qui sont liées au PS et à l'UMP qui fabriquent les masques, c'est pour ça que tu crois ça? On a monté un peu les conseils. Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va le vivre, c'est quand. C'est quand.
le couvre-feu, ils ont déjà préparé tout. Comment l'armée va rentrer pour pas qu'il y ait des pillards? Comment ils vont protéger les hôpitaux? Les Tamiflu, les 15 millions de boîtes, il y en a 40 millions qui sont commandés. Donc, le Tamiflu est dans les pharmacies militaires, dans les espèces de oui. Et donc elles sont prêtes à être diffusées en moins de 48 heures. Faites un test demain matin. Non, mais nous avons dîné, Arthur et moi, avec un ministre dont nous ne citerons pas le nom. Tamiflu, le médicament. Il était très gai pendant tout le dîner, et au moment où on a commencé à parler de la peste aviaire, d'un seul coup, il avait l'air tragique. Vous me faites flipper, là. Ah non, mais il y a de quoi? Je me rends compte qu'il y a un truc qu'on m'a pas dit. Déjà, c'est-à-dire la phase supérieure au niveau actuel, cela entraînerait des conséquences très lourdes en matière de restriction de la circulation, en matière de restriction des réunions, en matière de suspension à la fois des spectacles, des manifestations sportives, un arrêt du trafic aérien ou ferroviaire. Bon, ce sont visiblement des mesures qui seraient disproportionnées par rapport à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On va Oui, c'est vivre un des entreprises qui sont liées au PS. PS et à l'UMP qui fabriquent les masques. C'est pour ça que Tu crois ça? on a monté un peu C'est sûr. les Mais conséquences. la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va le vivre, C'est quand? c'est quand. Le couvre-feu, ils ont déjà préparé tout. Comment l'armée va rentrer pour pas qu'il y ait des pillards? À l'égard de l'angoisse, la société industrielle produit une peur et en même temps une façon de rassurer devant la peur. C'est toujours comme ça que la société fonctionne. Une société d'ailleurs ne peut durer que si elle est capable de produire en même temps la réponse, en même temps que le problème. Le problème, c'est l'angoisse. La solution, c'est la peur. C'est toujours comme ça que la société fonctionne. Et je pense que pour l'angoisse, ça va fonctionner de la même façon. À l'égard de l'angoisse, la société industrielle produit une peur et en même temps une façon de rassurer devant la peur. C'est toujours comme ça que la société fonctionne. Une société d'ailleurs ne peut durer que si elle est capable de produire en même temps la réponse, en même temps que le problème. Le problème, c'est l'angoisse. La solution, ça va être les drogues, les machines à consoler et ensuite les machines à produire le plaisir. Le journal L'Express en date du 6 mai 2009, soit au moment de la pandémie de grippe du H1N1, un article intitulé « Avancer par peur ». Le pouvoir, il est plus au sommet de l'État. Le président de la République n'a pratiquement plus de pouvoir. Il avait comme pouvoir l'arme nucléaire, il n'y a plus d'Union soviétique. La monnaie, il y a l'euro, il n'a plus de pouvoir monétaire. Les nominations, on a privatisé tout, il n'a pratiquement plus de nominations à faire. Il continue à nommer quand même. Quelques-uns, les préfets, les ambassadeurs, 2-3 personnes, mais pas les centaines de gens qui faisaient la société française. Et puis, les investissements publics. Or, les 3/4 des investissements publics ont été décentralisés aux collectivités locales. Donc, le président de la République a infiniment moins de pouvoir